on va passer à l'assurance maritime face aux défis de l'impact environnemental, social et gouvernemental. Et je vais vous demander d'accueillir Monsieur Frédéric Denefle, qui est président de l'IUMI, directeur général de la souscription assurance guerre maritime à Garex. Merci d'être avec nous, vous pouvez l'applaudir. Je vous en prie Frédéric, asseyez-vous. Monsieur James Amos, Master Mariner, C1NM, directeur du département maritime à France AXA XL. Et c'est Ahmed Daoud, directeur du centre de recherche au sein de l'autorité du canal de Suez. You can put your headset, translation headset, because we're going to speak in French right now, but we'll speak in English with you in a while. So on va essayer de faire ça en 30 minutes. Vous n'êtes que 3, donc normalement, ça devrait le faire sans problème. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Et je le disais à M. Daoud tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de modérer, de découvrir un métier il y a quelques mois avec un grand congrès qui a eu lieu à Tanger des pilotes maritimes et donc qui posait de grandes questions sur les assurances. Et on en parlera très brièvement. Ce n'est pas l'objet de notre sujet, mais ça sera aussi l'occasion de revenir sur l'impact que ça peut avoir au niveau du canal de Suez quand ça avait bloqué finalement tout le commerce mondial. Et ça pose vraiment des questions en termes d'assurance. Mais ce n'est pas le sujet. Je reviens sur notre sujet et je vais commencer par vous, Frédéric. C'est vrai qu'on peut se poser la question, comment aujourd'hui les assureurs maritimes sont concernés concrètement et se sentent concernés par les changements climatiques? Eh bien, tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation de cette conférence pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur ce sujet. Et puis, je vais essayer de venir tout de suite à votre question. En fait, les assureurs maritimes sont confrontés directement aux conséquences du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, sur le plan maritime, se concrétise par des tsunamis, par des raz-de-marée, par des tempêtes d'une intensité exceptionnelle. Tout ça peut affecter évidemment les navires, les marchandises stockées dans les entrepôts portuaires et d'une façon générale désorganiser les chaînes de transport de façon extrêmement profonde. Donc les assureurs maritimes, conscients de ce risque, se sont interrogés sur les meilleures méthodes pour essayer de les prévenir. Il y a différentes possibilités, mais dès lors que l'on s'intéresse aux circonstances et aux causes de ces dérèglements climatiques et qu'on vient assez rapidement sur le réchauffement climatique, lui-même occasionné par le développement donc, de gaz carboniques et de carbone dans l'environnement et dans l'atmosphère, immédiatement, l'idée vient sur comment réduire cette empreinte carbone d'une façon générale, et en particulier pour le transport. Le transport maritime est générateur d'une empreinte carbonique qui représente à peu près 3% des gaz à effet de serre. 3% des gaz à effet de serre, si vous essayez de le comparer, ça représente la production des gaz à effet de serre d'un pays comme l'Allemagne. Donc il y a certainement sur une base annuelle quelque chose là qui doit faire réfléchir. Qui est un petit pays industriel. Qui est un petit pays industriel, voilà. Et donc la question, c'est de savoir à quelles conditions les assureurs maritimes peuvent prendre leur part du message consistant à inciter les armateurs à organiser une adaptation de leurs outils de travail, de leurs navires, afin de participer à cette réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Si, évidemment, nous ne sommes pas les seuls à nous y intéresser, nous avons un rôle relativement emblématique à assumer, dans la mesure où, à chaque fois qu'un assureur assure un bateau ou assure une exportation, eh bien, il va encourager l'utilisation d'un navire, et il vaut mieux que ce navire soit le plus en phase et le plus en ligne avec les standards qui visent à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc la première des raisons, ça a été de se dire il faut accompagner ce mouvement international de réduction de gaz à effet de serre dans la mesure où le transport participe à ce dérèglement climatique. Eh bien, voyons comment nous pouvons nous y associer. Donc voilà comment et pourquoi les assureurs maritimes aujourd'hui s'en inquiètent. Alors, en plus de cela, on peut faire le rapprochement aussi entre l'évolution des technologies
visant à réduire les gaz à effet de serre avec une meilleure maîtrise des risques assurés, sous-entendu une amélioration des résultats relatifs donc, à l'assurance maritime. Et là, il y a tout un ensemble de technologies qui peuvent être mises en œuvre, qui sont actuellement à l'analyse pour permettre une réduction à la fois des gaz à effet de serre et peut-être, et ça l'avenir nous le dira, de réduire une forme de sinistralité sur lesquelles les assureurs sont particulièrement attentifs parce que cette sinistralité, ils en subissent les conséquences. Donc si on peut, d'une pierre deux coups, réduire les gaz à effet de serre et en même temps améliorer la visibilité des risques et améliorer la situation des pertes liées à ces risques, eh bien on gagne sur tous les tableaux, on préserve la planète et on améliore la situation financière des assureurs. Le sinistre que vous redoutez le plus en maritime, c'est quoi ? Écoutez, je crois que malheureusement l'imagination est dépassée par la réalité. Ouais. Le dernier sinistre que nous avons tous vu dans les journaux, c'est le heurt du pont de Baltimore. Ça, c'est un accident qui est d'une amplitude, je dirais, exceptionnelle, et ça fait partie des sinistres que l'on redoute. Pour autant, il y a d'autres sinistres sur lesquels les assureurs sont exposés. Ce sont les assurances, sont les sinistres liés aux situations conflictuelles, qui peuvent engendrer des blocages, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On est en train d'en vivre plusieurs actuellement, et ça aussi, c'est particulièrement préoccupant du point de vue des assureurs maritimes, qui sont aussi des assureurs risque de guerre. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce stade pour justifier de cet intérêt. Revenons à la considération environnementale, et Jane, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez observé des changements chez les armateurs, justement, liés à la transition énergétique, et si oui, depuis quand ? J'ai envie de dire bien évidemment, et depuis longtemps. Alors venant du marine, les armateurs, les marins sont très sensibles à leur impact sur l'environnement, et depuis longtemps. On peut quand même citer deux points importants qui ont vu des changements directs sur les navires, sur les actifs. Je pense d'abord à la Marpol et son annexe 6, adopté en 2005, qui a voulu traiter les pollutions des fumées et des échappements des navires. Alors on visait plutôt les oxydes de soufre et les oxydes d'azote. Et après, il y a eu en 2011 un chapitre un peu plus spécifique sur les rendements des moteurs. Donc ça, c'est une partie plus technique. Mais bon, déjà, on voit à partir des début des années 2000 vraiment un début de transition. Après 2015, on ne peut pas parler de transition énergétique sans parler des accords de Paris et la route vers la décarbonation. Alors ces changements ont été visibles d'un point de vue de l'assureur, et c'est toutes ces innovations qu'il a fallu appréhender avec nos clients, que l'on voit, alors certaines qui sont plus anciennes, comme l'arrivée des scrubbers, par exemple, donc les filtres à fumée. Donc ça, c'était plutôt ce qu'on appelle en rétrofit. Donc on prenait un actif flottant, un navire en exercice, et on lui mettait un filtre. Après, on a eu des projets qui étaient plus dès la conception, dès l'appel d'offres avec les chantiers, et des systèmes. Alors là, vraiment, l'innovation n'a pas de limite, et je suis ravi de voir ça et de participer avec les clients sur ces projets. On va parler de système de microbulage sous les coques qui va réduire la traînée des navires. On voit des baisses de consommation et d'émissions, enfin d'amélioration des émissions des gaz à effet de serre de l'ordre de 10%. On voit les peintures de coque, les technologies autour des peintures de coque jusqu'à 8% de réduction. On voit les différentes, justement, les analyses et toute la technologie qui est utilisée pour la conception des navires, la forme de bulbe, des hélices, des gouvernails. Là, on voit des réductions de l'ordre de 4%. On peut citer, alors celui qu'on voit de plus en plus dans les journaux, et là c'est vraiment très récent, c'est non plus des changements de coque, mais là on est vraiment sur des modes alternatifs de propulsion, que sont les voiles, vous avez vu dans les journaux, les ailes, les kites, et là on parle de 30 à 40% de réduction au niveau
des émissions. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Je suis ravi de participer à tout ça. Et un dernier point que je trouve intéressant dans cette transition, et elle est aussi accompagnée par les territoires et les pays, c'est la partie terrestre et de l'électrification à quai. Ça paraît presque anodin et presque normal, mais en fin de compte, le fait de pouvoir brancher son navire en opération commerciale sur un réseau et qu'on espère de plus en plus vert, ça diminue un impact localisé d'émissions. Donc tout ça, c'est... Voilà, pourquoi ? Parce que si on n'a pas de quai électrifié, on laisse tourner les moteurs pour avoir de l'énergie sur le navire. Voilà, c'est une problématique qui a été travaillée. C'est le port de Marseille qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est vrai que d'avoir une quinzaine ou une vingtaine de navires dans l'enceinte portuaire avec leur diesel à tourner, ça localise une pollution. Et après, voilà. Frédéric, par rapport à la manière avec laquelle les assureurs aujourd'hui s'engagent sur le respect de l'environnement, lutte contre le réchauffement climatique. Alors, la question est, dès qu'on met la morale dans l'équation, parce que la morale est à la géométrie variable, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des textes, est-ce qu'il y a de la réglementation, est-ce qu'il y a un volet normatif aujourd'hui qui vous donne un levier pour accentuer l'atténuation et la préservation de l'environnement ? Oui, il y a des textes qui sont très incitatifs. Ce sont des textes qui sont des textes émis par l'Organisation maritime internationale. L'Organisation maritime internationale a fixé un cap. Le cap, il est très simple à résumer. La décarbonisation totale des activités du shipping pour arriver à zéro production de gaz carbonique d'ici 2050. 2050, c'est dans 26 ans. Et en tout état de cause, le cap étant clair, tous les acteurs ont dû commencer à se mettre en marche pour être en mesure de satisfaire cet objectif. Donc une décarbonisation totale de tout le shipping, c'est extrêmement ambitieux. Ça passe par une prise de conscience, ça passe par des évolutions technologiques profondes, ça passe par des investissements très importants et ça passe par des moyens de contrôle qu'on y parvient bien. Il faut essayer de s'écarter un peu des chemins de la morale, il faut essayer de s'écarter des chemins de l'annonce, et il faut essayer de coller le plus possible à des positions pratiques visant à comprendre où on se trouve par rapport à cet objectif. Donc cette décarbonation annoncée, elle est suivie par d'autres textes qui visent à encourager les acteurs de la chaîne, dont les assureurs maritimes, à mettre en place des systèmes de collecte d'informations pour vérifier que cet objectif sera bien atteint d'ici 2050. Donc les assureurs, dans le cadre d'une démarche volontaire, ont signé le Poseidon Principle for Marine Insurance, PPMI. Nos amis anglo-saxons adorent les acronymes, comme nous le savons. Donc le PPMI, c'est un engagement volontaire signé par un certain nombre d'assureurs maritimes et de réassureurs qui sont spécialisés aussi dans le risque maritime et qui, pour les flottes de commerce, de navires de commerce qu'elles assurent, vont demander à leurs armateurs de leur produire un état de leur consommation énergétique, de façon à contrôler d'année en année comment cette consommation se transforme de façon à réduire et à participer à la production des gaz à effet de serre. Donc c'est une démarche volontaire qui vient compléter une démarche réglementaire internationale de l'OMI. Et puis à côté de cela, vous avez des organismes régionaux comme l'Europe, qui dans un domaine financier, mais qui touche aussi les assureurs maritimes, a mis en place une réglementation par laquelle les assureurs devront organiser un reporting financier qui démontre qu'ils supervisent la réduction, dans le cadre de leurs activités professionnelles, de l'émission des gaz à effet de serre, tant par leurs propres activités que par les activités qu'ils assurent. Donc cette réglementation européenne, elle est déjà en place, elle a été mise en œuvre à partir de cette année, et elle vise véritablement à mettre en œuvre une obligation de transparence qui devra être respectée par les assureurs pour démontrer qu'ils vont et ils s'inscrivent dans ce chemin
qui mène vers une décarbonisation. Alors la réglementation pour les spécialistes s'appelle la Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, pour encore une fois les gens qui sont un petit peu plus versés dans la technique. Et donc elle va nous imposer la mise en œuvre d'une analyse détaillée sur le plan matériel de la façon dont nous mesurons nos activités d'assureurs sur cette décarbonation en marche et la façon dont nous incitons nos assurés à aller dans la même direction. Donc ça va être très engageant, ça va être un rapport financier, voilà, un rapport financier assez complexe, un rapport qui ne sera pas seulement des chiffres, mais qui sera aussi des rapports narratifs qui expliqueront comment ça marche. Mais ça sera, je dirais, une incitation supplémentaire sur le plan réglementaire. Donc pour résumer, un contexte international, l'OMI, des démarches volontaires, directement signées par les assureurs avec le PPMI, et puis des démarches plus financières, régionales sur le plan européen avec cela. Et puis pour finir, un système qui a été mis en œuvre, qui s'applique pour le shipping depuis cette année, l'Exchange Trading Systems, c'est l'achat et la vente de droits à polluer qui va s'imposer aux propriétaires de navires qui escaleront en Europe, des navires de plus de 5000 tonnes de jauge brute, qui devront monitorer, contrôler leur production de gaz à effet de serre lorsqu'ils se dirigent vers l'Europe à partir de cette année et qui, à partir de l'année prochaine, devront les payer. Donc on va se retrouver aussi dans une bourse du gaz carbonique, si je puis dire. En parlant des PPMI, justement, James, est-ce que vous pouvez nous dire où en est le marché ? Et puis, surtout, comment les assureurs accompagnent les armateurs dans ce sens-là? Alors, si, c'est bon, ça fonctionne. Le PPMI, juste pour rappel, donc, on suit l'idée que si on veut mesurer, enfin, si on veut le maîtriser, il faut mesurer. Et donc, c'est vraiment l'objectif, comme l'expliquait Frédéric. Donc, on a commencé à récupérer, parce que AXA XL est signataire aussi de PPMI, donc on a commencé à récupérer les données fin 2023, partagées avec l'ensemble des signataires. Et aujourd'hui, les consolidations et les rapports sortent en ce moment. J'ai envie de dire que c'est le point de départ, c'est le niveau zéro, le point zéro de la situation. C'est la première fois qu'on récupère ces données. Et donc, ce qui est important pour les assureurs, c'est pas tant le résultat que l'on va voir aujourd'hui, mais c'est l'évolution et ce vers quoi on va tendre et travailler. Et ça va nous permettre aussi d'évoluer dans nos souscriptions et d'accompagner au mieux, justement, toutes ces transitions énergétiques. Dans l'accompagnement, il n'y a pas que la partie mesure, comme le PPMI. L'accompagnement, et je vais reprendre ce que disait Andreas au panel d'avant, c'est vraiment la proactivité et d'être là dès le début des innovations, des changements technologiques des armateurs, et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, tous ces changements technologiques sont une modification de l'aléa assurable et couvert par l'assureur. J'entends, typiquement, dernièrement, on a eu les nouveaux navires avec les voiles et les ailes. Il a fallu appréhender cette nouvelle technologie. Est-ce que ça change l'aléa fondamentalement? Quels sont les avantages, les inconvénients? Voilà. On peut citer un exemple technique sur ces navires-là. On se dit que 30% on va permettre aux navires d'être propulsés avec ces voiles-là, donc les machines seront plus petites. Donc, est-ce que l'aléa global est modifié? Voilà, à chaque assureur d'en tirer des conclusions, mais voilà. Et après, il y a des accompagnements plus spécifiques. Et là, on est sur les émissions. Il y a un produit que AXA travaille et propose à certains clients pour l'instant. C'est dans le cadre d'une police corps moteur de couvrir les émissions qui viendraient en excédent lors d'un sinistre parce que le navire est dérouté, donc consomme plus, donc pollue plus pour aller se faire réparer au chantier. Donc encore une fois, dans l'accompagnement, il n'y a pas une solution, mais c'est
une succession, une addition de différentes innovations, qu'elles soient pour l'assureur ou les ports avec l'électrification ou les modifications technologiques des navires. Voilà. Merci James. Alors, on va maintenant aller vers le point de passage le plus stratégique du monde, ou un des plus stratégiques du monde, c'est le canal de Suez. And thank you, Mr. Darod, for being with us today. I got 3 questions for you, and very interesting to see how this very so much important spot in the world that is Suez Canal. So can you briefly tell us what's the role of the Suez Canal in supporting international maritime trade in the world? And specifically, to come to our topic, how does the canal contribute to reduce the greenhouse gas emission? Mr. Darod, so please use your microphone. Thank you. Thank you very much for giving me this contribute in this panel. First of all, I want to say that Suez Canal play an important role. Just please, can you put your mic close like me? This. Thank you so much. Okay. Suez Canal play a very important role in serving a world trade between East and West since its inauguration in 1869. And I also want to say that the main vision of Suez Canal is to provide uninterrupted service to the ships transit the canal with the highest level of security and safety. And this is to achieve customer satisfaction. I also want to mention that Suez Canal is under continuous development for its operational service. This is to improve the level of service and to cope with the challenges and opportunities in the maritime shipping market. The importance of Suez Canal comes from that it is the main route, of course, as we mentioned, between Asia and Europe, and 12% of the world trade is passing through Suez Canal. 24% of the container trade worldwide, and 100% of the container between Asia and Europe. If we look at the fleet of the type of ships passing the canal, it can accommodate 100% of the container ships in the market. This is and 92% from the bulk fleet and 62% from the tankers. Now we come to the most important point, which has a very direct impact on reducing the emissions. The main role of the Suez Canal here is to shorten the distance between Europe and Asia compared with the other routes. If we compare it with the Cape, we have a saving of up to 23, up to 42%. For example, for the route between Tokyo, the trip between Tokyo and Rotterdam. And all these trips, we have a reduction in distance between 23 and 42%. If we look at the U.S. East Coast ports and Asia, we have a saving of between 14 to 28% of the distance. This is for the trips between New York, Hong Kong, New York, Singapore, and New York, Colombo. Also, if we compare Suez Canal with Panama Canal, because we share part of the market with Panama Canal, also with the trips between U.S. East Coast and Asia, we have a saving of up to 23% for the trip between New York and Singapore, and up to 60% for the trip between New York and Colombo. This is, of course, saving the distance has a direct relation to the reducing the consumptions of fuel, and this, of course, has another can be translated directly to the reducing the emissions of the GHGs and the CO2 in particular. We can say that compared to the Cape, we have a reduction of the emissions can be between 10 to 90% for different kind of trips. And estimated the amount of reduction in bunker saving in the fuel, it was about 10 million tons in 2021. And this is reflected as 31 million tons of emissions of CO2. So that's why it is just direct, anyone, and it can be estimated by each trip, the saving in distance, saving in fuel, and then it's translated to the reduction in the CO2 emissions.
The indirect effect of Suez Canal on mean the emissions is that it is, of course, its strategic location in this route. So, I mean, we have, I mean, establishing a green fuel bunkering at East Port Said port for green methanol at the northern entrance of the canal. And there is also a green hydrogen hub is ongoing to be established at Sokhna port, I mean, in the Suez Canal economic zone. Also, we can say that Suez Canal implicitly support establishing the longest green corridor that is announced or declared between Rotterdam and Singapore in 2022. I also want to mention that Suez Canal has a sustainable strategy to declare that the canal will be a green canal by 2030. The main outlines of this strategy first, it will endorse the efforts of the IMO to reduce the emissions from maritime transport and encourage the use of clean non-fossil fuel. The other, Suez Canal is also studying to provide some incentives to ships that is going to use a green fuel. Also, in Suez Canal, generalizing the use of hybrid system for energy, providing energy to the control station along the canal. We have 16 control stations for the monitoring the transiting of ships, and we will use now some solar panel and just to make it, I mean, reduce the reliance on the fossil fuel. Also, I mean, in Suez Canal, we convert the engines of some maritime units like the ferries and tugboats to work on natural gas instead of solar or diesel. I mean, you do it on site. You propose this service. Yes, yes, okay. yes. Also, I mean, just Suez Canal try to comply with the optimum application of marine service procedure to avoid the pollution risk of oil spills. Also, I mean, we're establishing an eco-friendly marina at Ismailia and Suez Canal. And also we're providing integrated waste management service at West Port Said port, I mean, to collect solid wastes from the ships passing the canal just to make it safe disposal and recycling. There are other part of this strategy, which is just implementing continuous environmental monitoring along the canals and capacity buildings for specialists in environmental affairs. My last question will be, and that will be the last point of this panel, is about safety. Yes. Of course. So what are the main safety measures that you have in Suez Canal for ships to pass through the canal safely, and their impact on environmental considerations? Yes, I mean, as Suez Canal, I mean, safety is, the first priority for us. And I just want to tell you how complicated it is to manage the passing of ships in the canal with the increasing number. I mean, we touched the 23,000 ships, and in some days we are plus 85 ships per day. I want to tell you that, I mean, the size of ships are now very huge, and the container ships requirements for passing differ from the bulk and the effect of the environmental conditions. So we are dealing with a situation when we have ship characteristics, we have the channel characteristics, we have different environmental and natural conditions, type of soil differs, tidal currents is also not the same along the canal. The canal has some curved area, and also we have the pilotage, which is we have 4 pilots has to go on each ship along the whole trip. All these items, although we have the safety of the cargo on the ship itself, all these items has to be integrated together just to allow a safe pass of the ships. I mean, we have taken a set of safety measures. This can be just, first of all, is we have, of course, to make periodic maintenance dredging along the canal. I mean, because we have some, of course, at the approach channel, we have a lot of siltations due to the movement of current and waves, and also from collapsing from the sides of the canal. This need to be dredged on an annual basis. Also, Suez Canal is going through, a certain, a range of development projects since its opening, because, the size of ship is increasing by time. And the last 2 projects that we already done is the new Suez Canal, which is increasing the doubling part of the canal to be 75 kilometers.
And also, there is now an ongoing project to develop the southern part of the canal. This is the decision of this development have been taken after the accident of Ever Given, because the navigational conditions and maneuverability of ships in this part is very difficult, and during harsh environmental conditions, this can be very severe. And we want to avoid, of course, such a kind of accident as much as we can. Other things, also other measures, is the development of navigation safety and communication systems. We have, of course, a vessel traffic management system. The ships are monitored along its trip by a series of radars and it is monitored on the 16 stations along the canal, just to control the ship speed and to be sure that there are safe distance between the ships. Also, there is as much as we can, because I've been let to know that every ship is different. Exactly, but this is the one of the challenges. Exactly, yes, you are right. That's why it is not that easy. I mean, I'm telling you now without the procedure. I will just tell. I mean, the pilot training. Of course, we have simulation complex that train the pilots of Suez Canal and also pilots of the lining ships. I mean, for instance, when a new container, the Maersk, start to be there, they send their pilots to be trained to pass the canal by these huge ships. At that time, we have also the navigation aids and tags and escort tags. I want just to mention the procedure for vessels to transit the canal. We have, I mean, this procedure is mentioned in the navigation rules, and this is, I just to tell you, we have some their procedure include prior to transit, because the ships has to send its certificate to be sure to check its validity and technicality is we can go within the convoy, or it need a special transit. Also, we need to have to check the certificate of the shipment, of the cargo itself, to be that it's conformity with the safety standard. Then we have to arrange the convoy. The arrangement of the convoy is also another challenge, as we have to, based on the danger, the type of cargo, type of ships, size of ships, then we just arrange the convoy. And as I told you, I mentioned, we put the time intervals between each ship to avoid any, in case of any emergency, to any collision between two successive ships. And then the arrangement during transit, because the area of Suez Canal has gone through a lot of developments for the last 10 years, and we have a lot of ferries, floating bridges now, and this has to be. Before the convoy start, we have to be very sure that the canal is clear. But okay, as you mentioned, we tried as much as to prevent this any accident. But in case of any spill accident in Suez Canal, we have a strategy to combat oil spills. The strategy is, first, navigation should not stop during the combating of the oil spill accident, prevent the spill of oil from getting fire, protect environment-sensitive area along the canal, and start and finish combating work, of course, as soon as possible. The contingency plan for oil spill crisis, it is part of the national contingency plan of Egypt. Suez Canal is responsible to combat oil spills of up to 1,000 tons. The plan covers, of course, the whole length of the canal and its connected lakes. In case of any oil spill, we have to announce to the Egyptian Environmental Affairs Agency about the accident and then coordinate with them. And Suez Canal has 3 centers to combat oil spills, one at the north, and then one at the middle of the canal, and one at Suez. These centers are equipped with, of course, all needed facilities, booms with anchors, a different type of skimmers. We have oil receptor facilities, approved dispersant and spreaders, and high-pressure water jet machines to clean the revetments and the other keys and the boom cleaning. Thank you so much, Mr. Daron. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce panel. Vous pouvez applaudir nos intervenants. Merci à vous de nous avoir éclairés sur l'assurance maritime face à ce challenge des changements climatiques et de la préservation de l'environnement.